Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. On entend assez souvent que les jeunes générations auraient un petit peu pris conscience des inégalités entre les femmes et les hommes, des inégalités sexistes, des inégalités de genre, que tout irait dans le bon sens. Malheureusement, on a des indicateurs qui nous montrent que pas du tout. Et c'est ce dont on va parler dans cet épisode. J'espère qu'il vous plaira à tous et à toutes. Les inégalités entre les femmes et les hommes, c'est le sujet de la chaîne, pour les personnes qui découvriraient la chaîne avec cette vidéo, se perpétuent, malheureusement, de génération en génération. Il y a des progrès qui sont faits dans certains domaines, c'est une évidence, mais il y a des choses qui se perpétuent. Et malheureusement, chez les jeunes générations, un article qui date du 29 août 2023, par Rachel Silveira, qui est maîtresse de conférence à l'Université Paris-Nanterre, dont le titre est « Toujours autant d'inégalités femmes-hommes parmi les jeunes générations », montre malheureusement qu'on n'avance pas particulièrement dans le bon sens, actuellement. Ah, bah c'est gentil, Roxane, mais j'y penserai. Je penserai à faire ce genre de choses. Je ne sais pas, n'hésite pas à me l'envoyer, Amtesh. Je serais content si tu as pris un petit short d'une de mes vidéos, enfin, sens-toi libre d'utiliser mes travaux comme tu l'entends. Le CEREC, et on va le voir dans un instant, a publié le 7 juillet 2023 un nouvel état des lieux de la situation des jeunes de la génération 2017, 3 ans après leur entrée sur le marché du travail en 2020. Malheureusement, en comparant avec les jeunes de la génération 2010, donc pré-MeToo, avant MeToo, le bilan est décourageant sur le plan des inégalités. Alors que les jeunes femmes sont toujours plus diplômées que les hommes, elles restent désavantagées sur le marché du travail. C'est un fait qu'on a déjà étudié plusieurs fois ensemble, on avait déjà lu les rapports de l'INSEE qui étaient publiés par rapport à ça. Effectivement, les femmes ont de meilleurs résultats scolaires, ont de meilleurs résultats à la fac, et malgré tout, elles sont toujours dans des professions qui sont mal rémunérées, mal considérées également. La part des jeunes diplômés continue sa progression, surtout pour les femmes. Au sein de la génération 2017, la moitié d'entre elles et seulement 40% des hommes sont titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur, contre respectivement 44% et 35% pour la génération 2010. Donc, les hommes sont plus diplômés de l'enseignement supérieur et les femmes aussi. Une large part du problème vient du fait que la ségrégation dans les filières de formation reste intacte. Les femmes sont toujours majoritaires dans les filières tertiaires, 70% au niveau CAP-BEP, ultra majoritaires en santé sociale, 89%, et toujours minoritaires dans les filières scientifiques et techniques. À niveau et spécialité de formation identiques, elles ont toujours moins de chances que leurs homologues masculins d'être en emploi 3 ans après leur sortie de formation initiale, et toujours moins de chances d'être en emploi stable en 2013 comme en 2020. Fait inquiétant, après seulement 3 ans de vie active, la parentalité a déjà un effet différencié. Les jeunes mères ont moins de chances d'être en emploi que les femmes sans enfants, alors que c'est l'inverse pour les hommes. Tertiaire, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, il y a 3 types de professions. Les métiers du tertiaire sont les métiers qui sont généralement les métiers les moins bien considérés. Donc voilà des exemples de métiers du tertiaire, donc de services. Chargés de clientèle, des gestionnaires de middle office, j'ai absolument aucune idée de ce que ça signifie. Les auditeurs financiers, substituts du procureur, ça c'est quand même des bonnes professions. Comptable, contrôleur de gestion, aide comptable, RH, assistant RH, acheteur, juriste, technicien de paie, assistant parlementaire, assistant tout court, assistant commercial, assistant de direction, rédacteur, secrétaire médical, secrétaire technique, documentaliste, téléconseiller, télévendeur, boucher, charcutier, cuisinier, animateur sportif, boulanger, pâtissier, etc. C'est le bureau du milieu. Voilà, je suis beaucoup plus avancé désormais. Du côté du temps de travail, un changement générationnel se confirme. Seul un quart des jeunes femmes recourent au temps partiel contre un tiers de l'ensemble des femmes. Et comme les jeunes hommes y recourent, eux, davantage que la génération précédente, entrés sur le marché du travail en 2010, plus 4 points, l'écart de sexe se réduit. Reste que, même après seulement 3 ans d'activité, les hommes affichent déjà un avantage salarial de 8%, tout temps de travail confondu. D'accord ? 8% chez les temps pleins, 8% chez les temps partiels. Cet écart en faveur des hommes a même augmenté de 2 points depuis 2013. Les inégalités sont en train de se creuser au niveau du salaire moyen. Je pense que c'est le salaire moyen dont il parle. C'est surtout sur les temps pleins que l'écart se creuse. Il n'était que de 1% en 2013, il passe à 7% en 2020. Certes, l'écart particulièrement faible en 2013 s'explique par les effets de la crise de 2008 qui ont surtout concerné les secteurs industriels où de fortes modérations salariales ont été appliquées. Autrement dit, s'il y a eu un tassement des écarts de salaire, ce n'est pas par une revalorisation des salaires féminins mais par un tassement de celui des hommes. Voilà, on est revenu, on a tiré vers le bas. Ces effets sont désormais effacés et les écarts ont repris de plus belle. Ils restent particulièrement élevés parmi les employés et ouvrières non qualifiés.
Tout temps de travail confondu, l'écart est de 13%, mais il était de 17% en 2013, et c'est surtout dû à la baisse du temps partiel, car l'écart pour les salariés à temps plein est de 9% en 2020 et de 7% en 2013. Donc à temps plein, les inégalités continuent à se creuser. Les femmes sont toujours et encore plus pauvres que les hommes. En 2020, comme auparavant, les femmes restent concentrées dans un plus petit nombre de professions que les hommes. Plus de la moitié d'entre elles sont dans 5 groupes socio-professionnels du tertiaire, alors que les hommes se répartissent dans 7 groupes. Qui plus est, du côté des femmes, aucun de ces 5 groupes n'est classé dans la catégorie cadre, alors que c'est le cas des 2 groupes du côté des hommes. Par ailleurs, près d'un tiers des hommes sont ouvriers, contre à peine 7% des femmes, et plus de 40% d'entre elles sont employées, contre seulement un cinquième des hommes. Et on pourrait rajouter là-dessus une vision aussi raciste. C'est-à-dire qu'en plus de ça, là où moi je travaille dans une région de France assez pauvre, pour l'un de mes 2 métiers, c'est quasiment que les personnes immigrées, que les musulmans, en l'occurrence, qui travaillent dans les milieux ouvriers. Les blancs ont des métiers à côté. Le plafond de verre est également toujours d'actualité, les femmes restant sous-représentées dans les professions les plus rémunératrices et socialement valorisées. Elles sont un peu moins nombreuses que les hommes à accéder à la catégorie cadre, et l'écart s'est même légèrement accru entre les 2 générations. En outre, lorsqu'elles sont cadres, elles occupent moins souvent des responsabilités hiérarchiques, 21% contre 28% pour les hommes. Le plancher collant est aussi toujours à l'œuvre, puisqu'à qualification identique, les femmes ont plus de risques d'occuper un emploi peu qualifié. Cette situation de déclassement professionnel s'est aggravée depuis 2013. Par exemple, parmi les femmes ouvrières ou employées qualifiées en 2013, 28% étaient diplômées du supérieur, contre seulement 19% des hommes. En 2020, ces proportions sont respectivement de 42% et 23%. Parmi les cadres, elles étaient 80% en 2013 à être diplômées du supérieur, avec seulement 2 points d'écart avec leurs homologues masculins. En 2020, elles sont 89% contre seulement 84% d'entre eux, soit un écart qui a plus que doublé. Ce panorama des inégalités hommes-femmes, femmes-hommes, confirme que la pénalisation relative des femmes s'amenuise quand la conjoncture se dégrade, mais qu'elle reprend dès lors que celle-ci s'améliore, conclut Vanessa Di Paola et Dominique Epifane, autrices de la note. Et là, on est complètement dans le genre du capital, de Sybille Golac et de Céline Bessières, qui expliquent exactement la même chose. Quand il y a de l'argent en jeu, les hommes tirent à leur épingle du jeu. Quand il n'y a pas spécialement d'argent en jeu, on arrive vers une sorte d'égalité de la répartition des richesses. On est en une pure confirmation de ce qui est décrit dans le genre du capital. Lisez le genre du capital, c'est génial. Malgré la poursuite des réussites scolaires des femmes, ces inégalités résistent et s'accentuent même, comme l'avantage financier des hommes ou leur accès privilégié aux emplois de cadre, tandis que les femmes conservent toujours un risque plus élevé d'occuper un poste peu qualifié et d'être rémunérées en dessous du seuil de pauvreté, soit moins de 1 128 €, 60% du salaire médian de 2020. Le seul facteur réduisant en partie ces écarts correspond au léger recul du temps partiel chez les jeunes femmes depuis 2013. Voilà. Si ça vous intéresse, elle est là l'étude. D'accord, l'étude de la CEREC. Inégalité de genre en début de vie active, un bilan décourageant. Donc l'article que nous venons de lire là sur alternative-économique.fr, qui n'est pas spécialement un site de gauche, c'est une sorte de résumé de tout ce que vous avez là. Alors que les jeunes femmes sont toujours plus diplômées que les hommes, les inégalités entre les sexes sur le marché du travail ne se réduisent pas. C'est exactement ce qu'on vient de lire. C'est une étude beaucoup plus détaillée que je vous invite à lire si elle vous intéresse. Elle sera bien évidemment dans la description de la vidéo, si jamais ça vous intéresse. La conclusion, on va la lire. Ce panorama des inégalités femmes-hommes confirme que la pénalisation relative des femmes s'amenuise quand la conjoncture se dégrade, mais qu'elle reprend quand celle-ci s'améliore, parce que l'article avait bien repris quasiment tel quel. Il montre que, alors même que le surinvestissement éducatif des jeunes femmes se poursuit, et c'est une très bonne chose d'ailleurs, cela ne se traduit pas par une amélioration significative de leur situation sur le marché du travail. Toute chose égale par ailleurs, non seulement les écarts se maintiennent sur certains indicateurs, mais de plus, d'autres s'accentuent. Ainsi, l'avantage salarial des hommes, comme leur accès plus important à la catégorie des cadres et moindre à celle des professions peu qualifiées, s'amplifie, de sorte que le plafond de verre et plancher collant ne vacillent toujours pas. Voilà. C'est désespérant. Salut SBR Droite. Bienvenue sur la chaîne. Soyez la bienvenue sur la chaîne. Voilà. Une cage, effectivement, comme le dit Alexia, à savoir des difficultés à grimper dans la hiérarchie, donc le plancher collant, et un plafond de verre, au-delà duquel les femmes ne progressent quasiment plus jamais. Ce sont les métiers à prise de décision. Ce sont les professions dans lesquelles vous avez des responsabilités et des personnes qui travaillent pour vous. Voilà, une sorte de cage, effectivement. Donc voilà, c'est quand même assez déprimant de se dire qu'on n'avance pas. Néanmoins, ce que dit l'article, c'est qu'il y a toujours un investissement dans l'éducation des femmes, faire attention à ce que les femmes puissent accéder aux études, et on le voit, elles y performent. Donc là-dessus, le travail est quand même relativement bien fait aujourd'hui. Maintenant, là, il y a un problème de discrimination à l'embauche, de ségrégation même, utilise non seulement l'étude, mais l'article,
un problème de ségrégation à l'embauche, qui est pour plusieurs raisons. Évidemment, la maternité est très souvent en cause. Il y a des façons de régler ça. Imposer un congé paternité qui soit de la même durée que le congé maternité. Ça fait partie des solutions qui sont bonnes. D'une part pour l'enfant, bien évidemment. D'autre part pour la mère, avec tous les risques de burn-out maternel qu'il peut y avoir, ou de dépression postpartale, des choses qui sont quand même beaucoup plus courantes que ce qu'on imagine. Simplement pas abandonner la mère au bout de 10 jours, quoi. Les femmes qui sont en âge d'avoir des enfants sont extrêmement discriminées à l'embauche. Et ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas du tout. Et donc, il va falloir trouver des solutions. Le congé paternité obligatoire est une des solutions envisagées. Et puis, les sanctions qui avaient été initiées par Najat Vallaud-Belkacem, qui a quand même fait beaucoup pour les droits des femmes, malgré le fait qu'elle ait participé au gouvernement Valls et défendu la loi travail, je crois, à ce moment-là. Ça fonctionne. D'aller pénaliser les entreprises qui ne respectent pas une égalité quand elle est possible. Je veux dire, s'ils reçoivent... je veux dire, si vous êtes dans un milieu dans lequel, effectivement, vous savez qu'il y a 85% de diplômés qui sont des hommes, 15% des femmes, on ne va pas imposer une parité. Évidemment, ce n'est pas ce que je dis. Mais si jamais c'est possible, il faut imposer la parité dans les entreprises. Il n'y a pas de raison. Si on a plus de femmes qui sont diplômées, je ne sais pas, d'école de commerce, par exemple, il n'y a pas de raison de ne pas les retrouver à des postes à haute responsabilité dans les entreprises. Et il faut les sanctionner si jamais ce n'est pas le cas de ces entreprises. Il y a des trucs à faire. Voilà ce que je veux vous dire par rapport à ça.